Une production du Studio SF. Bonjour tout le monde! Bonjour les amis! Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Un café avec Judith. Aujourd'hui, on va jaser avec une femme que soit vous allez découvrir pour la première fois, puis là, vous allez entendre des bien bonnes histoires. Et bien franche, je dirais qu'on va avoir du fun. Avant de vous la présenter officiellement, je vais prendre le temps de remercier EasySign, qui est le commanditaire officiel du balado. EasySign, c'est une entreprise qui a cru en nous après seulement un mois. Je leur remercie de leur confiance. Pour ceux qui ne connaissent pas, EasySign, c'est une solution de signature électronique. C'est notre solution au Québec, dirigée par une femme entrepreneur. Donc, si vous avez des contrats à faire signer, des propositions, au lieu d'envoyer ça, là, puis d'espérer que le monde là, il trouve une imprimante comme si on était en 1993, là, simplifiez-leur la vie et utilisez EasySign. Et c'est une solution qui respecte toutes les règles canadiennes et québécoises de sécurité. Donc, merci EasySign. Et là, sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter Annie Lemieux. Annie, bienvenue à Un café avec Judith. Ça me fait plaisir, Judith, d'être avec toi aujourd'hui. Annie, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis une femme entrepreneur au féminin, une mère de famille de 2 beaux enfants. Et puis, je suis une passionnée de tout ce qui est enjeu sociétal, de philanthropie. J'ai comme une espèce de besoin de contribuer à notre société. C'est un peu ce qui m'anime là, dans mon quotidien. Parce que la raison, en fait, tu me passes exactement la POC sur la palette, parce que une des raisons... Je t'envoie le ballon de football, mais d'autres fois, je te passe la POC sur la palette. Parce qu'une des raisons pourquoi tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu lances, tu as bâti, développé, je ne sais plus comment on dit ça, là, tu présides, tu traînes ça, tu leads la chorale du fond du cœur qui est pour les femmes de tête, qui est, si tu veux nous l'expliquer rapidement, c'est quoi ça? Bien, ça, c'est une belle histoire. Il y a 10 ans, il y en a peut-être qui se souviennent, Sainte-Justine avait lancé un projet de chorale, de chanter avec Céline Dion dans le cadre de la campagne Voir grand. À ce moment-là, j'ai fait un petit projet de chorale LSR and Friends, puis un groupe d'amis, on avait lancé une chorale, on avait fini dans les 10 meilleures chorales et suite à ça, on avait eu beaucoup de plaisir et on avait décidé de faire un disque il y a 10 ans qui s'était terminé avec un concert sur le parquet de la Caisse de dépôt. On avait eu beaucoup de plaisir avec plein de femmes exceptionnelles, leaders du Québec. Puis tout le monde me dit, Annie, on devrait le refaire. On avait été accompagnés par une Judith, Judith Bérard, qui était une amie d'enfance, qui a chanté pour Starmania, etc. C'est elle qui était directrice de la production. Et puis, ça avait été un bon moment. Puis là, cette année, c'était le 10e anniversaire et Sainte-Justine lançait sa campagne Voir grand. Alors, avec quelques collègues avec qui on avait fait ça il y a 10 ans et d'autres amis, dont plusieurs que tu connais, nos amis femmes YPO, bien, on a refait une 2e édition pimpée, là, qui est la chorale du fond du cœur. Alors, on fait un spectacle le 26 à la TOU, le 26 novembre. Le jour de mon anniversaire. Alors, c'est ça. Fait que, bien sûr, on invite tous les auditeurs. Vous allez connaître plein de gens qui sont sur cette chorale-là. Il y a plus de 40 femmes qui ont confirmé de tout azimut. On a des gens des milieux bancaires, les avocats, les entrepreneurs, les plus grandes sociétés au Québec. On a même du paragouvernemental.
Alors, je sais pas, je peux vous nommer plein de noms, mais je peux aussi... Mais vas-y donc, name drop un peu pour Name drop un peu. Pour les on a nos amis, aussi. on a nos amis YPO qui sont vraiment beaucoup engagés avec nous, là. Caroline Ménard. De chez Brio Conseil. Pénélope Fournier. De chez LG2. On a Julie Roy qui vient de faire le beau cover de... Mon amie Julie. Ton amie Julie. Ben, notre amie. Notre amie, ben oui, ma partner de golf. Ta partner de golf. Alors, Pénélope, Pénélope Fournier de chez LG2. On a Geneviève Fortier de chez Promutuel. On a un autre Judith Ménard à la Banque nationale. Isabelle Ménard à la TD. On a la mairesse Catherine Fournier. On a fait ma chum France-Hélène Duranceau qui devrait venir faire un tour. Fait qu'il y a du bien beau monde. Il y a du bien beau monde. Ils savent pas tout chanter. Non. Là. Moi, je suis terrorisée d'aller chanter. Mais ils s'engageaient tous à ramasser un minimum de 20 000 $ et on souhaite ramasser plus d'1 million pour Sainte-Justine. Puis Sainte-Justine, c'est le seul hôpital mère-enfant qui est au Québec. Puis je trouvais ça le fun d'avoir un projet qui soit mobilisateur avec que des femmes. Fait que, puis d'ailleurs, je suis allée la semaine passée à un événement où on mettait de l'avant Julie Godin, coprésidée par Claudine Bouchard et Kim Thomasin. Puis ils ont ramassé 1,8 million, puis c'était le record de tous les temps, puis c'était dirigé par des femmes. C'était 3 femmes qui leadaient l'événement. Puis je trouvais ça le fun. Alors, j'avais le goût que les femmes ensemble, on se retrousse les manches pour faire une différence. Puis, à date, on a beaucoup, beaucoup de plaisir, des beaux fous rires aux enregistrements. On enregistre un disque avec un Toby, là. On enregistre au studio Piccolo, qui est le studio à Céline Dion. Fait que c'est une expérience assez unique. On est accompagné par les petits chanteurs du Mont-Royal ou de Laval. Je pense que c'est ceux de Laval qu'on a. Fait qu'ils vont être 80 sur scène. Fait que ça va faire un spectacle assez grandiose. Puis on a Isabelle Boulay qui a confirmé sa présence au spectacle, Marie-Hélène Thibert, Ariane Moffat, Damien Robitaille et plusieurs autres. Alors, donc là, si les gens veulent nous supporter dans cette... Nous supporter, parce que Judith va être présentée. L'hôpital Sainte-Justine, comment on fait on achète le CD, on se déplace à l'événement? Tout est possible. Alors, si vous pouvez aller sur le site de la chorale du Fond du Cœur et puis vous allez pouvoir acheter le disque pour 50 $. Vous allez pouvoir vous acheter un billet 300 ou 500 $. Vous allez pouvoir contribuer à ta page personnelle ou à toutes les artistes. On va mettre le lien dans la description YouTube. Donc, vous pouvez aller le consulter là ou encore sur mes pages de réseaux sociaux. Annie, je trouvais que c'était le fun de mettre la table avec ça parce que c'est comme ça que je te décris, moi. Dans le sens que on dirait que c'est ce qui fait la magie de Annie Lemieux pour moi. C'est que tu sais très bien rallier au cœur d'un même événement le leadership féminin, aider une cause philanthropique magnifique, du fun, sortir de sa zone de confort, parce que là, tu nous fais toutes sortir de notre zone de confort, et l'entraide. Puis ça, c'est comme... À quel point tu peux plus avoir mieux réfléchi à un événement, mais c'est ça. Mais moi, tu sais, on est constamment sollicité là pour dans le milieu philanthropique pour des dons. Puis je sais pas, j'ai comme toujours eu comme réflexion que tant qu'à donner de l'argent, c'est encore plus le fun de donner et de vivre une expérience qui est unique. Puis en plus, ben, tu sais, d'avoir accès à ce réseau-là de femmes, j'ai sur mon conseil d'administration, Nathalie Francisci. Puis le monde me dit comment t'as rencontré Nathalie? Puis je l'ai rencontrée à la chorale il y a 10 ans. T'sais. Puis je trouve souvent les femmes, on a comme on se fait demander, tu sais, t'as-tu le temps d'aller à un tournoi de golf, une sortie de vélo? Les premiers réflexes, c'est de dire, ben non, j'ai pas fini, il faut que je sorte mes affaires. Puis
après ça, j'avais eu une situation il y a plusieurs années. Les gens me disaient « Ah, Annie, j'organisais des activités de vélo un soir par semaine. On partait en vélo. Puis des fois, on était 3, 4, 5. Mais des fois, on était plusieurs. Puis c'était tous des amis bien réseautés qui aimaient faire le vélo qui venaient. Puis j'avais une de mes amies qui m'avait dit « Ah, j'aimerais que tu me présentes. » Cette fois-ci, c'était Evelyne Biron. Puis là, j'y ai dit « Ben, elle a été aux sorties de vélo que je t'ai invité tout l'été, puis que tu n'avais pas le temps de venir, puis que tu n'étais pas disponible. » Fait que je trouve que quand on a la chance de rencontrer les gens dans un cadre qui est différent, qui est une activité, ben il se crée une relation qui est plus particulière, puis qui est plus intéressante, puis après ça, on est plus à l'aise, comme on a la chance de se rencontrer, nous autres, notre réseau de femmes entrepreneurs, dans diverses activités là, qu'on a au courant de l'année. Ça crée des liens plus étroits. Puis là, je me dis, ben, tant qu'à faire un chèque de peu importe le montant, ça va être le fun de vivre une expérience qui nous rassemble puis qui nous unit là, l'instant d'un moment. Quand est-ce que tu as compris dans ta vie l'importance d'avoir un réseau? C'est une excellente question. J'ai jamais pensé que j'étais en train de bâtir un réseau. Tu sais, plus tard, le monde m'a dit, c'est incroyable comment tu as un réseau, tu sais, puis comment tu connais du monde. Puis j'ai pas eu l'impression de l'avoir fait dans le but de me bâtir un réseau. Une des premières choses que j'ai fait en philanthropie, c'était les maisons de rêve des ailes de la mode. Je sais pas si tu te souviens de ça. On vendait des billets, puis on fait gagner la maison. Alors la maison était sur un de nos sites, un de nos projets, puis c'est nous autres qui s'occupaient de la construire. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que les gens qui étaient impliqués dans ces projets-là pour de la philanthropie, c'est souvent plus la haute direction. Fait que j'avais eu la chance à ce moment-là de rencontrer les Paul Roberge, Robert Tessier, les dirigeants de Jacques Ménard à la BMO. C'est les plus grands dirigeants des partenaires de cette initiative-là qu'on avait créée. Puis après ça, ben, j'ai été impliquée dans le conseil de Sainte-Justine. C'est une cause que j'avais à cœur. Puis encore là, c'est un nouveau réseau qui s'est ouvert. Puis à la base, je le faisais parce qu'une des choses qui m'anime le plus, dans lequel je me sens le mieux, c'est cute, ça, c'est le côté de prendre soin, puis de faire une différence, puis d'aider. Le triomphe des généreux. C'est un livre que j'ai lu. Ça me rejoint, ça. Puis on dirait que c'est ça qui a fait qu'il y a un réseau qui s'est bâti autour de ça. Puis beaucoup par les activités. Là, le monde me disait, mais elle, je la connais pas, je joue au golf avec, puis elle, je la connais pas, je joue au tennis avec, puis elle, je la connais pas, je fais du vélo. Fait que c'est beaucoup mes activités qui ont fait en sorte que ce réseau-là a grandi par des belles expériences puis des bons moments. Là. Tu parles du livre « Le triomphe des généreux ». Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? J'ai appris... moi, il y a un homme que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Jacques Ménard. Je trouvais que c'est un gars qui réussissait à utiliser son entreprise pour le bien-être de la société. Puis ben là, tu sais, je dirige pas la Banque de Montréal, mais l'entreprise que je dirige, parce que tantôt, j'ai dit que je suis un entrepreneur, là, mais je dirige une entreprise qui fait de l'immobilier. Puis cette entreprise-là me permet de faire plein de belles choses qui ont un impact sur la société. Fait que Jacques Ménard avait cette capacité-là d'utiliser son entreprise pour faire du bien à la société puis de s'impliquer dans plein de causes. Fait qu'il y a 2 livres que quand j'engage les gens à mon bureau, je leur remets. Il y en a un qui s'appelle « Réussir, croire en ses rêves » que Jacques avait écrit. Puis c'est une série de personnalités qui expliquent comment ils ont défini leur réussite. Puis il y en a que ça passe par le marketing, il y en a par la rigueur, par la discipline. Puis je dis à mes employés, lisez ça, puis vous allez voir, il y a des choses qui vont vous rejoindre. Ça passe d'Alexandre Despatie à Luc Plamondon, à Sophie Brochu. C'est plein de gens, à Jean Coutu. Puis
Puis l'autre livre que je remets, c'est Le Triomphe des généreux, qui est un peu l'ADN de l'entreprise chez nous. Je dis, moi, je me sens mieux dans un environnement où je donne plus que je reçois. Puis ce livre-là explique qu'il y a des gens qui sont des givers, il y en a qui sont des échangeurs, fait que tu me donnes ça, je te donne ça. Puis il y en a qui sont des takers, qui disent, ils sont plus à l'aise dans un mode qui reçoivent plus qu'ils donnent. Fait que moi, je suis plus à l'aise dans le mode où ce que je donne plus que je reçois. C'est une position qui est confortable. Puis ce livre-là explique que c'est ces gens-là qui, dans la société ou dans l'univers, vont avoir les plus grandes réussites. Mais ça explique aussi que c'est ceux qui vont aussi avoir la plus grande difficulté à fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as des givers qui donnent puis qui donnent ce qu'ils ont pas puis qui arrivent pas à fonctionner parce qu'ils n'ont pas le côté à faire en arrière, où ils vont dire oui, je vais t'aider, puis finalement ils vont toujours être en difficulté. Tu sais, des fois on parle de exemple, Mère Teresa, là, je vais t'aider. Tu sais, il y a des profils qui sont comme ça puis qui sont en difficulté. Les takers, ils finissent jamais par être en difficulté, les échangeurs moins. Mais en contrepartie, ceux qui utilisent le pouvoir de la générosité pour faire la multiplication des pains en s'entourant des bonnes personnes, en s'entourant de gens qui sont comme eux puis qui sont capables de créer des synergies avec les bons individus. Fait que c'est une étude qui a été faite par Harvard et c'est Jacques Ménard qui signe la préface de ce livre-là. Puis c'est des principes que dans mon quotidien puis dans notre organisation, on essaye d'appliquer. C'est tellement hot que tu donnes ces deux bibes-là que j'imagine qui ont façonné la femme que tu es devenue, puis qui doivent façonner les gens qui passent par chez vous. On en a parlé, tu es une entrepreneur. Ta business, c'est quoi? J'ai fondé LSR GESDEV, ça fait 11 ans, mais j'ai grandi dans une entreprise familiale d'immobilier et de construction, le groupe LSR, que mon père avait fondé en 69. Il est décédé depuis maintenant 14 ans. Et suite à ça, il y a on est trois enfants. Alors moi, je dirige depuis 11 ans une entreprise, LSR GESDEV, qui développe des projets immobiliers et qui gère les projets immobiliers. Alors, on les construit, on les réalise, puis après ça, on les garde dans un portefeuille, puis on les administre. Ça fait que j'ai un portefeuille de 1250 unités avec plusieurs investisseurs que je remercie énormément. Il y a des investisseurs institutionnels, il y a plusieurs investisseurs privés qui ont cru en notre organisation et notre structure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on gère comme un fonds d'investissement de gens qui veulent investir en immobilier. Puis, on a 1250 unités, puis notre vision, c'est d'avoir 2030 portes, je veux dire unités en 2030. Alors, fait que c'est des complexes multirésidentiels. Des fois, il y a du commercial au rez-de-chaussée. Puis notre société qui gère ça s'appelle Albert. Alors, Albert qui vient du concept de conciergerie, un peu être à votre service. Fait qu'on a une approche un peu hôtelière là, pour les gens qui vont rester dans nos unités où on leur offre différents services pour qu'ils se sentent bien dans une approche qui va avec la personne que je suis. Là. On a une approche humaniste autant sur le design de nos unités que dans la façon de les gérer. Fait qu'on dit au monde, ça n'a pas besoin d'être beau, on a juste besoin d'être bien. Fait que mes règles générales, c'est aussi beau. Grandir dans une famille d'entrepreneurs, avec ton père qui est entrepreneur, qu'est-ce que tu apprends à ses côtés? La petite Annie, elle apprend quoi?
Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est sûr, jeune, le dimanche, mon père, il disait, bon, on va aller faire le tour des chantiers. Fait qu'on partait, on allait faire le tour des projets. Je me souviens d'une fois où on avait eu particulièrement... On était partis bien motivés, là. C'était l'un des plus gros projets que mon père avait fait à ce moment-là. C'était 100 unités. Puis là, les gens allaient rentrer, puis ils étaient partis avec nous, puis ils avaient dit, ben là, il faut aller nettoyer, là, avant que les gens rentrent, là, tu sais, ils mettent ça propre, là. Et on était partis, moi puis mes 2 frères, avec ma mère, elle nous avait donné notre petite chaudière, puis on s'en allait, on s'en allait mettre ça propre, puis, tu sais, mes 2 frères, puis moi, bien des qualités, là, mais le ménage, c'était pas notre... c'était pas notre force première. Fait que, assurément, mon père m'a appris que, tu sais, les résultats, ça vient pas sans travail, là. Fait que chez nous, mon père, il disait demain matin, 6h30, là, il se lève, tu sais, je l'ai pas vu jeune, je l'ai pas vu tant que ça. Mon père là, partait travailler tôt, revenait tard le soir. À la fin des classes, on partait, puis on s'en allait au chalet passer l'été avec ma mère, mes frères et moi. Puis mon père partait tôt le matin, venait travailler, puis revenait le soir pour conduire le bateau, qu'on fasse notre aide de ski nautique. Fait que travailler fort, j'ai compris ça. J'ai compris ça jeune. Puis j'ai vu beaucoup plus mon père quand on a commencé à travailler ensemble. Puis là, je le voyais plus que mes enfants, plus que mon chum. On allait visiter des projets. On va-tu voir ça en vélo? On partait en vélo, on allait visiter des projets, on allait jouer au golf ensemble. Bon. Fait qu'il m'a partagé beaucoup, tu sais, le triomphe généreux. Il m'a pas donné le livre, mais il m'a dit, lui, tu sais, ce que mon père m'avait fait faire. C'est drôle parce que là, je m'en vais demain, à un événement d'immobilier, puis c'est sûr... C'est 4 leaders au féminin qui présentent. Puis il fallait partager des formations ou des choses qui nous ont servi au cours de notre développement, notre cheminement. Et puis, j'ai choisi une formation que mon père nous avait demandé à mes frères et moi de suivre avant de joindre l'entreprise familiale, qui était la formation de Dale Carnegie, oui, inspirée des habitudes de Rockefeller. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai... Tu as trouvé ça sur YouTube? Maintenant, ça existe sur YouTube? Puis les gens qui nous écoutent... Ouais, ça existe encore sur YouTube. Dale Carnegie, il a écrit plusieurs livres, là, How to Win Friends, comment gérer son stress. Fait que ça, c'est une autre affaire que mon père a appris. Puis c'est beaucoup sur... je veux dire, comment respecter les gens avec qui on travaille, puis avoir l'humilité de ne pas gérer de façon hiérarchique, par l'exemple, par la collégialité. Fait que mon père était très comme ça. Fait que je dirais que c'est une des choses qui m'a appris, là, la loyauté, le respect. C'était la bienveillance, c'est prendre soin, là. Tu sais, quand le monde me dit, là, Annie, décris-toi, là. Moi, j'aime ça, prendre soin. Ça, c'est ton père qui était comme ça? Oui, il était très comme ça. Je vais aller te chercher, je vais aller te reconduire, prends ton sac, emmène tes choses pour ses enfants, mais pour n'importe qui dans l'organisation. C'est ce qui faisait que, tu sais, les gens adoraient travailler pour lui parce que il peut leur demander n'importe quoi, parce que lui, il était toujours au même niveau que peu importe qui dans l'organisation. C'est un gars qui s'appelait l'homme du peuple. C'est un gars qui était simple et accessible. Je dirais que fait que c'est là-dedans que j'ai grandi. Toi, t'arrives... Travail d'équipe. J'ai d'autres amis. J'ai fait beaucoup de sport d'équipe. Là. C'est une des choses que j'en ai entendu souvent dans mes podcasts, qui fait que je trouvais que j'ai grandi dans un environnement où le succès dépend de ton environnement, de qui tu t'entoures. Puis mon père était comme ça, donnait beaucoup de mérite à... Ça réussit bien parce que les sous-traitants sont bons, parce que... Tu sais, faire de l'immobilier, pour un projet, l'écosystème qui est autour de ça est très grand, tu sais. Fait que quand tu réalises, pour avoir des autorisations, tu vas à la ville, fait que là, tu rencontres les ingénieurs, les urbanistes, les conseillers, la ville, fait que tout ce qui est souvent même des rencontres citoyennes maintenant. Fait que, tu sais, ça, c'est en amont du projet. Après ça, il faut que tu trouves des partenaires. Fait que là, tu rencontres les banquiers, les investisseurs institutionnels.
Après ça, tu as la portion où ce que tu as à réaliser le projet. Fait que là, tu as l'ensemble des ingénieurs mécaniques, électriques, la structure, les architectes, les consultants en enveloppe, les consultants acoustiques. Fait qu'il y a encore une série de personnes à coordonner en conception. Puis après ça, en réalisation, ben les plombiers, l'électricien, l'équipe de JPROC, la finition, les planchers, les portes, les boiseries. Puis là, ben après ça, tu tombes dans la commercialisation. Puis là, ben c'est l'équipe de location, puis les clients. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Fait que la plus grande habilité pour réussir, c'est de réussir à bien s'entendre puis monter des équipes qui ont des synergies puis qui aiment travailler ensemble. Fait que, concrètement, par exemple, pour les gens qui ont peut-être jamais géré une équipe, peut-être qui viennent d'arriver sur le marché du travail, comment on fait ça? Parce que là, on a parlé de bâtir l'équipe à l'interne, mais là, le processus que tu viens de nommer est beaucoup plus long. Comment tu mobilises toutes tes parties prenantes along the way? C'est quoi la recette secrète à Annie Lemieux? Il y a des petites pépites que tu as entendues, que tu penses qui pourraient aider un de tes amis? Bien, prends 2 petites secondes et partage-lui l'épisode. Ça me ferait immensément chaud au cœur de pouvoir aller à la rencontre de cette personne-là. Merci. La recette secrète, moi, je dis, c'est assez simple, c'est de faire ce que tu dis. Fait que je dis au monde, moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui a un bac en aéronautique puis qui est capable d'aller sur la Lune. Mais s'il me dit, je m'occupe de ça puis je vais te le livrer dans 2 jours, hein. C'est ce que pour moi qui a le plus de valeur. Puis moi, j'essaie de faire la même chose. T'sais, quand je suis engagée, je suis commis. T'sais, c'est beaucoup plus souvent dans l'attitude. Fait que si à chaque fois qu'on travaille avec des gens, mais ce qu'on dit qu'on va faire, on le fait, bien, les échéanciers sont respectés, les budgets sont respectés, les ententes sont respectées. Puis d'être très transparent sur tes capacités, tu sais, de pas dire inquiète-toi pas, je m'en occupe, puis je te fais ça, puis tu vas l'avoir dans 2 semaines ou dans... Si finalement on n'est pas capable de faire ça vraiment en 2 semaines. Fait que je dirais que moi, tu sais, chacun a sa recette, mais je dirais que aussi simple que faire ce que tu dis que tu vas faire, puis t'entourer de gens qui font ce qu'ils disent qu'ils vont faire, c'est vraiment une recette gagnante. Quand tu es entouré de gens qui font pas... Quand tu as des gens autour de toi qui ne font pas ce qu'ils disent, c'est quoi ton niveau de patience par rapport à ça? En général, je suis quelqu'un d'assez patient. Je vais te donner longtemps le bénéfice du doute. Circonstanciellement, peut-être, il y a eu des enjeux familiaux, il n'y a pas... Mais quand finalement, c'est pas un hasard ou c'est pas occasionné, ben c'est pas le genre de je veux dire, de partenaires ou de gens qui vont grandir dans notre équipe. Tu sais. J'avais une personne sur mon conseil qui me disait « Annie, c'est pas compliqué, tu sais, faut que tu t'entoures de A+. » Tu sais. Fait que là, t'as raison, tu sais, c'est pas compliqué. Mais ça prend un certain temps avant de toutes les trouver, ces A+-là. Puis mon père me disait, tu vas voir, quand tu vieillis, ça devient plus facile faire de la business parce que tu sais qui appeler, qui va te donner la bonne réponse, puis où cogner pour avoir la bonne information. Puis... Tu sais, au début, là, tu te dis, ah, mais là, j'ai besoin d'un arpenteur, là. J'appelle qui, je trouve qui, j'ai besoin de... Mais avec les années, tu crées tes alliés qui sont dans tes valeurs. Puis en cours de route, c'est sûr que quand t'as de la croissance, puis que t'as des nouveaux partenaires, il y a toujours des gens qui se rajoutent dans ton écosystème, puis des fois, tu signes un partenariat, la personne, elle vient te présenter un projet, t'es sûr que ça va être fantastique, puis là, tout d'un coup, oups,
ça l'est moins, il y a moins de transparence. Là, tu te dis, bon, écoute, je vais faire celui-là, puis je continuerai pas avec, je bâtirai pas d'autres choses avec cette entreprise-là ou cet organisme-là. Nous, on a la chance de fonctionner par projet. Fait que souvent, on va changer les gens qui vont graviter autour de nous pour un autre. Fait que je resterai pas entourée de gens qui sont pas dans mon ADN puis dans mes valeurs, mais j'ai la capacité de faire ça, je vais dire, de façon souvent nuancée. Parce que je trouve que d'entretenir des bonnes relations avec les gens, des fois, c'est une question d'affinité, mais ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes. Fait que j'essaie de toujours m'assurer que malgré qu'on ne poursuive pas de nos relations d'affaires ensemble ou même des relations personnelles, que ça soit dans un environnement paisible. Je suis pas bien dans un environnement qui est conflictuel. Ça arrive, là. Puis, dans une autre entrevue que j'avais fait, les gens m'avaient dit « Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? » Puis c'est ça, c'est les conflits. C'est pas de perdre de l'argent, c'est pas un projet difficile. Je sais que je vais me retourner les manches, puis je vais trouver une solution. Des environnements conflictuels ou des enfants, des gens qui vont pas bien proches de moi, ça c'est plus dérangeant. Comment tu t'es bâti, en fait, ta crédibilité par rapport à toi-même? C'est une excellente question, parce que ça, c'est ce que j'ai réussi de plus difficile dans toute ma vie. Pourquoi? Bien, parce que moi, je vous ai dit que j'ai grandi dans les équipes. J'ai travaillé dans une entreprise familiale avec des frères puis avec toutes sortes de monde autour de moi. Et j'ai toujours pensé que le succès que j'avais eu quand j'ai gagné des championnats canadiens de volleyball, c'était grâce à Mylène et Carmen, qui étaient super bonnes, puis qui s'occupent du Canada, puis que quand j'ai fait des projets, ben c'était grâce à mon père, mon frère, ou Lucie, ou mes collègues de travail qui étaient bons, puis que... Fait que la journée que mon père est décédé, puis que là, finalement, on repartait nos entreprises par nous autres mêmes, là, je disais à mes frères, non, j'ai besoin de vous. Puis les gens de mon conseil me disaient, ben non, Annie, tu sais, tu vas réussir, puis t'es capable. J'y croyais pas. Puis j'avais beaucoup de monde autour de moi qui avait confiance en moi. Mais moi, j'avais pas confiance. Fait que ça a été une période extrêmement difficile, douloureuse. Fait que comment ça s'est construit? Ça a duré combien de temps, cette période-là, extrêmement difficile et douloureuse? Ben, mon père est décédé en 2011, puis j'ai créé la compagnie en 2014. J'ai eu un enjeu de santé assez grave pendant cette période-là aussi. 3-4 ans. Ah ouais. 3-4 ans. Puis j'avais trouvé, quand mon père est décédé, une psychologue que je voulais qu'il rencontre ma mère pour accompagner. Mon père est décédé subitement, un accident de vélo, fait qu'il était en pleine forme, là. Fait qu'on n'avait pas... on n'était tous pas prêts à ça. Puis quand tu travailles dans la même organisation, là, tu perds, tu sais, en même temps, tu perds ton père, ton mentor, ton coach, ton ami, tu sais, ton partenaire de vélo, ton partenaire de golf, ton support, ton gardien qui va garder les enfants quand t'es pas quand t'es occupé. Puis ben ma mère, fait que là, il fallait prendre soin de ma mère, prendre soin de la compagnie, prendre soin des enfants. Fait que ça a été... fait que je dirais, 3-4 ans. Et j'avais trouvé une dame extraordinaire que j'aime encore, d'un profond amour, qui est rendue à 85-86 ans, Jacqueline, qui a été ma coach à ce moment-là. Puis c'est elle qui m'a appris que j'avais certaines habiletés qui étaient plus difficiles à trouver ou... puis que j'ai appris que j'avais en travaillant, apprendre à me connaître. C'est un conseil, apprendre à se connaître puis connaître nos forces, c'est ce qui nous permet d'exceller. Parce que les habiletés de base, là,
Je te racontais ça tantôt, tu sais. Faire un chiffrerie Excel pas trop fort, connaissance en informatique moyen, je faisais des fautes d'orthographe, j'ai pas une super calligraphie. Fait que, tu sais, s'il avait fallu que je passe une entrevue pour aller trouver un emploi dans des grandes organisations, quoique j'ai travaillé une couple d'années pour une firme d'ingénieurs, mais tu sais, les premiers tests que tu check the box, j'avais moins ces habilités-là. Puis les choses qui étaient plus faciles pour moi, qui étaient justement un petit peu de leadership, rallier les gens à mes idées, je vais être assez visionnaire, je vais être capable, agile, tu sais, je vais être capable de trouver des solutions à des problèmes qui sont un peu complexes. C'était des choses qui étaient moins tangibles ou moins qui se voyaient moins facilement. Puis c'est beaucoup, Jacqueline, des fois, je me souviens d'un appel que j'avais eu, puis là, j'ai résumé une espèce de problématique qu'on avait sur un projet par étapes. On va faire ça. Puis à la fin de cet appel-là, elle dit « Ah, vous m'impressionnez, tu sais. » Puis là, je comprenais pas ce que je venais de faire, tu sais. Puis elle m'avait dit, non, mais là, vous réalisez pas comment c'est complexe, tu sais. Il y a la ville d'impliquer, il y a plusieurs parties prenantes. Vous avez résumé ça, 4 étapes, c'est comme devenu bien simple, alors que c'est extrêmement complexe. Fait qu'elle dit, il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire ça. Mais souvent, les choses qu'on est capable de faire facilement, on pense que... On les prend pour acquis. On se dit que tout le monde doit être comme ça, de toute façon. Oui, c'est ça. Ça doit être facile, tu sais. Souvenir des fêtes du monde, les appeler pour leurs fêtes, leur dire qu'ils sont bons, qu'ils sont fins, puis que... Fait que moi, j'avais ces habilités-là, mais je le savais pas trop, puis... Fait que je l'ai appris à 40 ans. Puis là, tranquillement, oups, tu sais, j'ai réussi à faire le premier projet qu'on a fait, qui était Arbora, qui est un projet qui a eu beaucoup de visibilité, Griffintown, qu'on a signé. Fait que je me souviens quand Marie-André a dit, ben oui, on va vous donner un mandat pour développer ça. Puis là, c'était comme le premier projet, tu sais, qui était sous ma gouverne, avec mon identité. La première marque de confiance qui dépendait pas de mon père puis des autres. Fait que ça a été le début je vais dire, de la reconstruction, là, de croire que tout est possible. Puis là, les gens investissaient dans des projets, puis ils investissaient comme 40 000, puis aujourd'hui, ils investissent 4 millions. Fait que, tu sais, mais ça s'est construit, je vais dire, au fil des années. Mais c'est quand même fou que, tu sais, à 40 ans, t'as dit... Ça en fait des années sur le marché professionnel où on est comme pas trop sûr de c'est quoi son... Je sais pas si c'était pas trop sûr, parce que je pense que... Puis quand les gens restent toujours surpris parce qu'ils me disent, ben non, Annie, t'avais l'air en confiance, t'avais l'air à connaître tes choses, t'avais l'air... Mais c'est juste que j'étais comme très à l'aise dans un milieu où ce que j'étais en support, tu sais. C'est pas moi qui avait l'imputabilité, là, comme quand je jouais au volleyball, là, j'étais la petite passeuse de la gang, mais fait que je faisais ma part dans un groupe, dans plusieurs sphères de ma vie. J'étais comme une partie prenante. C'est drôle, ma coach, elle me disait, t'es un joueur Lego, tu sais. Ça veut dire quoi, un joueur Lego? Ben, les Lego, c'est les choses... Ça s'emboîte bien. Moi, c'est les choses qui font qu'on est capable de bâtir dessus. De bâtir dessus, puis d'avoir plusieurs personnes qui vont se regrouper, puis qui font que tout le monde ensemble vont mieux performer. Puis je me suis aperçue qu'au fil des années, elle me disait, c'est pas un hasard que l'équipe de hockey pour qui tu jouais a gagné le championnat canadien, puis l'équipe de volleyball aussi. Puis comment ça se fait que quand t'es là... Mais toi, t'avais pas fait le fil rouge? Ouais, non. Moi, j'avais toujours attribué ça au fait que j'avais été chanceuse d'avoir joué avec des gens qui avaient beaucoup de capacités, puis d'avoir joué à une organisation dans laquelle il y avait beaucoup de talent. Puis la journée que c'est moi qui ai eu l'imputabilité du livrable, là, c'est là que c'est devenu difficile parce que je me voyais très bien dans un joueur Lego qui participe et contribue au succès Dans le quotidien, c'est encore ça. Tu sais, je participe avec mes équipes parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour réaliser les projets qu'on fait.
Mais en bout de ligne, là, c'est moi qui ai l'imputabilité. Puis c'est ça que j'ai trouvé difficile à 40 ans, là, quand j'ai lancé ma propre organisation qui n'était pas avec des partenaires. Ben, j'ai lancé ça avec Lucie, à qui je vais être reconnaissante toute ma vie parce que elle était dans l'entreprise familiale avec moi. Puis quand on a décidé qu'on repartait LSR GESDEV ensemble, elle avait d'autres options à ce moment-là. Puis elle a décidé de me faire confiance. Puis on s'est dit qu'on allait faire des belles choses. Puis aujourd'hui, ça fait 11 ans de ça. Puis on sort du pont Jacques-Cartier, on voit 21 étages, les bureaux de KO en bas, des partenaires qui ont un certain rayonnement dans la société. Puis, écoute, on pensait pas qu'on allait faire ça, tu sais. Wow. Ça, c'est bien cool. On reviendra à Lucie dans 30 secondes, mais j'ai une question. En fait, toi, ça a été beaucoup ta coach, ta psy qui t'a aidé à commencer à découvrir c'était quoi tes super pouvoirs. Si t'as quelqu'un en face de toi qui ne sait pas c'est quoi ses super pouvoirs, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là pour les aider à se comprendre un peu mieux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les tests psychométriques, c'est intéressant. Puis ça, pourtant, j'en avais fait, mais j'avais peut-être pas analysé assez c'était quoi mes forces. Fait que, tu sais, quand tu te connais bien, c'est plus facile. Les groupes de... Tu sais, ce qu'on fait avec les YIO, les YPO, les groupes d'échange de monde qui vivent des réalités similaires à nous. Ça, c'est fantastique. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement. Puis c'est pour ça que j'essaye, là, je viens d'investir dans un fonds sur le reprenariat qu'ils veulent valoriser. Puis c'est une fille qui dirige ça aussi. J'ai le sport d'équipe. J'ai investi dans les roses. J'ai investi dans les roses. Belles roses de Montréal. Ben oui, avec Isabelle et Jeff. Avec Isabelle et Jean-François. Fait que, c'est des gens qui j'avais confiance, mais l'importance pour moi de travailler ensemble. Puis Isabelle disait dans une entrevue que les femmes qui sont à la tête des organisations, je me souviens plus le pourcentage exact, mais plusieurs sont issues d'avoir fait du sport d'équipe de haut niveau. C'est un endroit où on développe beaucoup son leadership. Fait que je dirais beaucoup ça. Mettons pour moi que j'ai jamais fait de sport d'équipe, est-ce que tu veux que j'aille dans une équipe de soccer? Ou là, il est trop tard. Là, on l'a manqué, ce bateau-là. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais l'idée du sport d'équipe, ça peut être dans une chorale, ça peut être dans un groupe. Je pense que les gens qui vont avoir fait de l'improvisation, mettons, vont pouvoir revivre la même chose. Quelqu'un une équipe qui va monter une pièce de théâtre, c'est probablement la même chose que tu peux retirer aussi. Parce que diriger une entreprise... c'est de mettre les bons individus au bon endroit avec les forces et les faiblesses que chacun ils ont. Puis quand on a à monter, que ce soit un orchestre, une pièce de théâtre ou une équipe de hockey, il faut te dire, lui, il va être bon en première ligne, elle est meilleure en défensive, puis tu les places aux bons endroits, puis tu concentres sur les forces. Fait que je pense que ça, c'est une habilité. Puis, en contrepartie, tu sais, j'ai d'autres amis qui, eux, se sont définis par le sport individuel. Puis sur lequel, quand je leur ai dit... ça va être une bonne histoire. Je pense pas qu'elle va me chicaner si je dis ça, mais c'est mon amie France-Hélène qui est aujourd'hui ministre de l'Habitation. Je lui disais, où t'as pris ça, cette confiance-là? Parce qu'on est ensemble au conseil de Sainte-Justine, puis elle parlait à Michael Forti, puis à Boivin, puis elle était super à l'aise avec eux autres. Puis moi, j'avais ce petit sentiment-là où j'avais plus le goût des vous-voyez, puis que je parlais pas trop. Puis elle était super à l'aise avec ces gens-là. Puis j'ai dit, t'as pris ça où, cette confiance-là, tu sais, d'être si à l'aise... Puis elle me disait, tu sais, moi, mon père était médecin, puis il me disait, tu sais, si tu veux ton cours, tu
fais ton cours, tu vas chercher, c'est pas les autres qui vont te donner ton travail. Puis je faisais du golf, puis du ski, puis du patin artistique, puis il me disait, va la chercher. Si tu veux gagner, c'est toi qui as ton destin entre les mains. Puis là, je disais, j'ai dit... Moi, je viens d'un autre milieu. Là. Mon père a donné son succès à tous les sous-traitants avec qui il travaille, puis moi, à mes collègues avec qui j'ai fait du sport d'équipe. Fait qu'on a échangé beaucoup là-dessus. Puis moi, je disais à France-Hélène, j'ai dit, c'est fabuleux que tu aies cette confiance-là, mais c'est super important que, de reconnaître qu'on va aller plus loin avec toute une équipe, puis des collègues qui travaillent ensemble. Puis elle me disait, ben garde, c'est pas juste les autres qui vont faire que tu vas réussir, là. C'est si toi aussi, tu prends t'as confiance en toi, puis tu y vas. Elle me disait, regarde, va le voir, puis appelle les pierres. Puis là, je partais. Je disais, ouais. Fait que sur ça, tu sais, chaque parcours amène des habilités particulières qu'on développe. Chaque fréquentation, tu sais, les gens de mon entourage m'ont tout apporté quelque chose de différent. Quand j'étais jeune, je jouais au golf les vendredis matins. Puis, tu sais, oui, j'allais jouer au golf, mais entre autres, je jouais avec Evelyne Biron, qui dirigeait une entreprise familiale, qui avait des jeunes enfants, qui avait... Puis, tu sais, moi, ce que je voulais réussir dans la vie, c'était d'avoir une entreprise puis de réussir à élever une famille, puis pas un au détriment de l'autre. Puis c'était pas si simple que ça. Puis d'avoir de ces modèles-là, j'avais l'autre Evelyne qui faisait la même chose chez Orage et l'autre avec ses enfants. Puis dans les YO, les YPO, on avait d'autres femmes qu'on croisait. Puis tu sais, c'est quoi Judith, là, tu sais, de devoir être à la job puis de dire, il me semble que mon gars file pas, puis il faudrait que je sois là aussi, puis d'être déchiré, puis de se questionner si on fait le bon choix. Puis, fait que le partage de monde qui vivent les mêmes situations que nous, puis comment ils arrivent à rester agiles, là, puis d'avoir un réseau de support incroyable. Tu sais, mes parents allaient garder les enfants. La nanny à la maison qui était comme une grand-mère pour mes enfants. Fait que c'est ça. Ça, c'est rien qu'à la question si tu t'inscris à une équipe de soccer. Oui, c'est ça. Fait que je m'excuse, heureusement, la réponse, c'est non. J'ai bifurqué, mais c'est ça. Fait qu'il y a du bon. Fait que, tu sais, de réussir de façon seule dans quelque chose, dans la chanson, dans n'importe quoi, ça va amener une certaine confiance, puis de réussir en groupe, ça va nous façonner. Une des choses que j'aime dans ton histoire, c'est que des fois, quand on regarde des gens qui nous inspirent, on se dit, mais tu sais, les autres, ils n'ont pas ces doutes-là, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils ont confiance en eux. Je sais que pour moi, ça a été ça, beaucoup le cas, dans ma vingtaine surtout. Puis un jour, j'ai compris dans ma trentaine, comme dans ma quarantaine même, qu'en fait, c'était un peu normal que j'avais pas cette crédibilité-là envers moi-même, que j'avais pas cette confiance-là envers moi-même, parce que je commençais à bâtir des blocs, j'apprenais, et cette confiance-là, elle s'est développée au fil du temps. Cette confiance-là de moi, me sentir en confiance avec moi-même, de savoir que j'allais pas avoir de l'air d'une tweet si je parlais de finances, que j'allais pouvoir gérer des situations de ressources humaines, que j'allais avoir, que j'étais quand même visionnaire avant-gardiste. Mais tout ça, c'est pas tombé du ciel, où je me suis pas réveillée à 20 ans avec cette confiance-là, mais c'est à force de faire des petits pas, puis de se donner aussi justement, là, de se bâtir notre propre crédibilité, puis d'entendre que toi, t'as commencé à la comprendre dans ta quarantaine. Puis une affaire que je trouve super le fun aussi dans ton histoire, c'est que, justement, tu sais, à 40 ans, là, c'est là que tu oses te lancer officiellement, de par toi-même. Tu sais, on aurait pu, t'aurais pu dire, ben, peut-être que je commence à être un peu vieille, là. J'aurais pu. Là, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Mais, non, mais comme je vous dis, moi, c'est probablement que si mon père était pas décédé, ça aurait été une autre histoire, là.
je serais restée dans l'organisation, puis ce rôle-là, à ce moment-là, me plaisait. Aujourd'hui, je suis contente. Tu sais, j'ai une amie qui me dit « Hey, moi, j'aime assez ça, décider, tu sais, c'est le fun, décider. » Il y a quelque chose de cool d'avoir notre organisation, puis que, tu sais, choisir les causes qu'on supporte, choisir y mettre notre ADN, puis notre saveur. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, je suis bien heureuse d'avoir cette possibilité-là. Mais tu as raison, Judith, tu sais, tu peux pas avoir la même confiance à 20 ans qu'à 40 ou à 50 ans. C'est les petites réussites. J'avais écouté quelqu'un en conférence, on y avait demandé, c'est quoi comment vous avez fait, tu sais, pour devenir une grande présidente, puis comme vous l'êtes aujourd'hui? Puis personne n'avait répondu. J'ai jamais pensé que j'allais devenir une grande présidente. J'ai juste voulu faire les bonnes choses à tous les matins que je me suis levée. Puis, tu sais, c'est une série de bonnes actions, de bonnes petites choses qu'on fait au quotidien qui emmènent les grandes réalisations, tu sais. Fait que moi, je suis jamais dit, un jour, je vais faire des projets de centaines de millions. Mais le projet que j'avais, je voulais bien le faire. Puis après ça, il arrivait une autre opportunité. Puis je me disais, bon, je pense que j'ai les capacités de réaliser celui-là. Fait que je trouve que la réussite se bâtit avec des petits milestones à chaque jour, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé avec toi aussi, là, la journée que tu as commencé ta compagnie. Tu t'es sûrement pas dit, moi, ce sera pas compliqué, tu sais, je vais avoir un chiffre d'affaires en haut de 50 millions. Non, on a commencé avec quelque chose de plus petit, puis t'es arrivé à un moment donné. C'était ça quand même le plan. Je te dis, le premier plan d'affaires que j'ai déposé chez Femmes & Sœurs, c'est une industrie qui n'existait absolument pas. Puis dans le plan d'affaires, c'était écrit dans 5 ans, on va être rendu à 50 millions de chiffre d'affaires. J'avais jamais lancé une business. Quand je disais aux gens, mais moi, je vais livrer du poisson dans une boîte que les gens vont avoir commandé sur Internet. Ça, on est en 2014, ça n'existe pas tant que ça, le commerce en ligne de bouffe. Mais non, j'avais cette audace-là. Mais non, puis j'avais pas super confiance en moi, mais j'avais cette vision-là, puis cette naïveté-là. Une belle naïveté qui des fois te force qui te pousse des fois à te lancer, puis... Mais puis t'es un entrepreneur de première génération, tu sais. Fait que je vois une différence entre les entrepreneurs de première génération puis les entrepreneurs moi, je vais me dire, je suis de deuxième génération. Parce qu'il y a une partie de nous qui est un rôle de fiduciaire. Parce qu'à partir du moment qu'on est confié un certain actif, il y a un côté où ce qu'on doit protéger le patrimoine. Puis j'ai souvent trouvé que les grands entrepreneurs, ces entrepreneurs de première génération qui étaient comme peut-être plus audacieux parce que, tu sais, sans dire que tu as moins à perdre, tu sais, tu te lances, puis... Absolument. Tu as 100% raison. Tu n'as pas toute la pression... C'est une pression qui est différente, mais moi, tu sais, les premières années, je me dis, là, tu sais, l'argent qui est là, tu sais, il va falloir qu'il y ait au moins ça pour mes enfants, plus que je le fasse fructifier. Fait que je m'en allais pas dans des plans audacieux à très haut niveau de risque. Puis c'est pour ça que j'adore les jeunes entrepreneurs. Puis, tu sais, je trouve que ce qu'on faisait en 100 ans, tu sais, compagnie de Kodak puis de Jean Coutu, maintenant on arrive à faire la même affaire avec des compagnies en 4-5 ans qui deviennent plus grandes que les plus grandes des sociétés, là. Puis je trouve ça bien beau. Moi, j'ai grandi dans une culture qui est différente. Puis c'est pour ça que je disais, tu sais, c'est la beauté du partage. Puis quand on a des forums dans nos groupes de gens d'affaires, comme tu vois, il y a des entrepreneurs qui sont justement plus audacieux, puis qui vont aider puis supporter d'autres entrepreneurs qui sont plus conservateurs, ou il y en a qui vont dire qui vont aller plus dans l'innovation, d'autres qui vont se démarquer par leur processus, d'autres par leur rigueur. Puis ce qui est le plus précieux, c'est de prendre
de prendre les connaissances que les gens de notre entourage ont. Tu sais, tu me dis, moi, je suis partie, je suis fait supporter avec des groupes et avec des gens pour amener ta vision à terme. Puis tu t'es rendu à ton objectif. Puis, tout au long du parcours, ben il y a différentes personnes qui, en fonction de leurs habiletés, ont réussi à t'emmener dans la meilleure direction possible. Puis ça, c'est un rôle que je trouve bien le fun, là. Je suis partenaire dans une boulangerie aussi. Qu'on vient de faire un reprenariat avec un jeune, Jordan, qui a 28, 29 ans. Puis je trouve ça beau, j'adore ça, de pouvoir avoir un rôle d'accompagnement dans la gestion de la croissance. Puis... Juste pour le bénéfice de mes auditeurs, des gens qui nous écoutent présentement, de un, YPO, j'en parle quand même quelques fois au balado, mais juste si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une organisation internationale qui rassemble des présidents d'entreprises et c'est quand même des entreprises de bonne taille. Donc, chiffre d'affaires minimum, là, c'est à peu près 20 millions de dollars canadiens. On a la chance d'avoir une super de belle communauté au Québec. On est toutes les deux très impliquées dans cette organisation-là. Moi, ça a changé ma vie. J'imagine que ça a changé, c'est pas mal ça qu'on entend tout le temps. Donc ça, c'était pour les gens qui étaient des non-initiés. Et je trouve quand même important de préciser parce que, tu vois, moi, avant de rentrer dans YPO, j'avais pas... que ce soit le reprenariat ou l'entreprise, comme le monde des affaires de deuxième ou troisième génération, donc le transfert d'entreprise, c'était pas quelque chose qui faisait partie de mes connaissances. Mais pourtant, il y a quand même, par exemple, je pense que la statistique dans YPO, c'est qu'il y a environ un tiers que ce sont des entrepreneurs de première génération, donc des gens qui ont fondé leur business puis qui l'ont fait croître au fil des années. Il y a un tiers que ce sont des entrepreneurs de deuxième, troisième, quatrième génération. Et d'autres qui sont des présidents qui ont été embauchés. Et ça, ben justement, ça fait des types de personnes qui sont très différentes. Mais c'est quand même une grosse réalité où ben justement, il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de fondateurs pour qui c'est important de transférer la business à leurs enfants, que les enfants, de toute façon, ils ont grandi et baigné dans cette entreprise-là. Donc, c'est peut-être la petite parenthèse, minute éducative pour les gens qui ne sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat ou de la business. C'est un gros défi, tu sais. Moi, j'ai une espèce de continuation de l'entreprise familiale. Quand mon père est décédé, j'avais cette espèce de soif là, de pérennisation là, de l'entreprise, de m'assurer que on puisse continuer de voir du LSR. Là, ça me paralysait même. Là, je me disais, écoute, il faut qu'on réussisse à ce que ça continue. Puis, fait que malgré que j'avais certaines craintes puis un manque de confiance, je voulais tellement réussir que ça a fait en sorte que je veux dire que je suis à un certain niveau, je suis arrivée. Puis là, ben, je suis dans la réflexion, tu sais, de la suite parce que là, on a réussi à avoir une certaine continuité de l'organisation. Puis là, ben, il faut que je m'assure que post les projets que je vais réaliser, ben, il va y avoir une continuité. Puis, tu sais, il y a les continuités dans la famille, puis il y a les continuités hors famille. Fait que ça l'emmène des belles réflexions. Parce que les enfants, c'est le fun, mais ça vient quand même avec un certain stress pour eux ou pas. Puis il faut qu'il y ait l'intérêt. Fait que c'est un des sujets que je suis beaucoup, que j'aime aller écouter les gens, quel genre de structure ils ont mis en place pour garder une certaine pérennité dans les organisations. Puis c'est le fun parce que il y a de plus en plus de groupes puis d'endroits où on peut partager différentes... Des histoires de relève, oui. Des histoires de relève. Puis je trouve ça intéressant. J'ai envie de te poser une question. Mettons, il y a 20 ans, faire de la business au Québec en tant que femme, aujourd'hui, c'est quoi les grandes différences? Bien plus de filles.
Mais plus de filles aujourd'hui. J'ai une histoire, Lucie. Tantôt, on a parlé de Lucie. Lucie, c'est celle qui gère les chantiers chez nous. Moi, j'ai plus le volet commercialisation, banque, investisseurs, etc. Mais quand on a fait notre projet, l'entrée de l'île des Sœurs, quand vous arrivez à l'île des Sœurs, la grosse tour panorama grise à l'entrée, c'est Lucie qui gérait le chantier là-bas. Elle disait, le monde disait, combien de gars ça a job? Elle disait 150, puis une fille. C'était la seule, tu sais, qui... Fait qu'aujourd'hui, c'est un chantier, on va quand même voir des filles électriciennes ou des filles qui... dans différents corps de métier. Il y en avait peu. Mais moi, j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup servi, tu sais. Quand j'ai fini, moi, j'ai étudié Polytechnique, j'ai gradué en génie, puis je suis allée travailler pour une firme de génie conseil. Là, chez nous, mon père disait, tu sais, va travailler ailleurs, va voir d'autres choses avant de rejoindre l'entreprise familiale. Fait que moi, je suis allée travailler à peu près 2 ans. Et puis, c'est une réalité. Je suis partie de là parce qu'il n'y avait plus d'emploi. On était partis à 14... 12, puis quand ça a passé de 6 à 4, ils m'ont coupé. J'ai trouvé ça dur. C'est une dure réalité. J'ai perdu mon emploi. J'écoutais, bon Dieu, de moi une job. Je suis prête à commencer en bas de l'échelle en ressortant de... Fait que c'était pas dans la culture chez nous, ça, de pas travailler. Là. C'est de valeur parce que c'est la seule opportunité que j'aurais eue de prendre une certaine pause, voyager, jouer au golf. Là. Mais en tout cas, là, je me suis inscrite à des cours, j'ai fait du remplacement, puis j'ai joint l'entreprise familiale à ce moment-là. Mais... c'était... fait que tu revenais sur le nombre de femmes. Fait que quand j'ai eu cet emploi-là, je me souviens, il y avait plein du monde dans l'entrevue, mais ils voulaient engager une fille. Fait que je sais pas combien il y avait de filles, mais en tout cas, ils n'ont pas pris le gars, ils ont pris moi, parce qu'il y avait presque pas de firme dans la firme de filles, dans la firme de génie. Puis quand ils ont coupé les gens, là, moi, je suis passée de 6 à 4, mais quand ils sont passés de 8 à 6, c'est le gars que je suis convaincue qu'il était aussi bon que moi à ce moment-là, qu'ils n'ont pas gardé. Puis après ça, il y a eu la période, tu sais, quand j'ai joué une conseil de Sainte-Justine, tu sais, il aurait pu demander à mes frères, il aurait pu mettre, tu sais, là, si on voulait avoir des filles sur les conseils d'administration, il y avait peut-être moins de choix. Fait que j'ai trouvé que ça m'avait toujours bien servi. J'allais à un événement, c'était un tournoi de golf. Puis là, le monde disait, ah oui, là, la fille qui joue bien au golf. Fait que là, ils se souvenaient de moi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans l'industrie. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que pour eux, ça a été plus difficile quand ils sont arrivés dans des grandes organisations, des banques, des bureaux d'avocats. Puis là, ils voulaient avoir des enfants, puis il y avait plus de politique. Mais moi, du côté entrepreneur, fille en génie, j'ai trouvé que ça m'avait quand même toujours bien servi. Dans l'immobilier, ils faisaient un événement au féminin. Fait que là, souvent, je t'ai demandé pour aller donner une conférence, participer à quelque chose, gagner des prix. C'était plus... je crois que c'était un petit peu plus facile de se démarquer. Le cas, il fallait être capable de... C'est sûr que quand on arrivait dans les rencontres, il y avait bien des gars, mais moi, j'aime ça, les gars. Tu sais, je trouve que c'est pas compliqué. J'ai été élevée avec 2 frères. J'étais allée à Poly. Il y avait 80% de gars, puis s'ils veulent parler de hockey, de football, tu sais, j'ai pas de misère à jouer ça. J'ai grandi en jouant au hockey dans la rue puis au basketball avec mes frères. Fait que je peux comprendre que pour certaines filles d'arriver dans une salle puis qu'il y avait majoritairement des gars, parce que le milieu financier, c'est ça aussi, que ça pouvait être intimidant. Mais autant, je disais que, tu sais, je pouvais être intimidée par des gens qui avaient une certaine aura puis une certaine réputation de pas me sentir à hauteur. Les gars de chantier, le plombier, les sous-traitants, les électriciens, la gang de boys, j'étais comme vraiment à l'aise. Un petit poisson dans l'eau. Moi, c'était mon petit côté tomboy. Là. Des fois, ma mère aime moins, là, mais ça, j'ai trouvé ça quand même plus facile. Puis les enfants arrivent quand dans ta vie? 31 puis 34. Que j'ai eu mes enfants. Fait que j'étais dans la création du spin-off de l'entreprise là, de la Serre Gesdev. Fait que je vous ai dit tantôt... mon père est décédé en 2011. Mes enfants sont nés en 2002 puis 2005. Fait que
C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai fait une ligne de temps de l'entreprise quand j'ai reçu tous mes partenaires investisseurs des 10 ans. Puis c'était une ligne de temps avec toute une série de chansons. Fait qu'en 67, j'avais 16 ans, c'était la création de l'entreprise. Puis j'avais la carte d'affaires de mon père qui avait créé ça à ce moment-là. Puis il y avait différentes étapes. Puis la période des enfants, c'était Don't Stop Believing, là. Pourquoi Puis, Don't Stop Believing? Ben parce que c'était la période où ce que je me disais, tu sais, faut que je lance une nouvelle entreprise, tu sais, fallait que j'y croie. Puis j'ai l'impression que c'était la famille que quand je revenais à la maison qui faisait que, tu sais, l'espèce de stress professionnel, quand j'entrais à la maison, ben j'avais quelque chose de très confortant qui était le conjoint, les enfants, où là, on était toujours dans jouer, là, se promener ensemble en bateau, aller faire du ski. Fait que quand j'ai mis la photo de la chanson, l'image qui accompagnait Don't Stop Believing, qui était à la période de croissance de l'entreprise, tu sais, ça, c'était plus stressant, je vais dire. Tu sais, c'était à créer, il fallait trouver des projets, il fallait trouver des investisseurs, fait qu'il y avait quelque chose de plus inconfortable là-dedans. Mais le fait d'arriver à la maison, puis d'avoir des jeunes enfants qui sont contents de voir leur mère, puis d'avoir une certaine stabilité familiale, c'était vraiment cool. Fait qu'ils sont arrivés dans la période de tourmente. Mon conjoint voyageait beaucoup à cette période-là. Il était souvent en Chine. Puis, une chance, j'avais quelqu'un à la maison pour nous aider. Je restais proche. J'emmenais les enfants. Ma fille, j'allais visiter le projet à Toronto. Elle avait 3 mois. Tu sais, je vous disais tantôt, mon père, il m'a donné la même chance à une fille que mon père était très égalitaire il m'a dit, tu vas avoir la même chance que tes frères. Il a toujours supporté dans sa famille. Il était 6, ses sœurs. Mais une chance que j'avais un petit réseau de support parce que congé de maternité, tu sais, j'emmenais Lucie que je parlais. On était 2 ingénieurs dans la boîte, c'est quand même plus petit à ce moment-là, puis on a eu nos enfants à 2 mois d'écart, puis elle a eu des jumeaux. Fait que, mettons que... OK, mais ça a vraiment été une grosse période rock'n'roll, là, parce que là, il y a le décès de ton père, donc là, il y a le deuil aussi que tu dois... Puis les enfants, ils étaient rendus à 8 ans, puis 5-6 ans, là, quand mon père est donc, décédé. Il y a eu le décès de ton père, le deuil, durant 2-3 ans, se poser des questions et tout. Puis là, tu viens de lancer... Puis pas longtemps après, il y a la maternité qui arrive dans ta vie. Est-ce que c'était clair pour toi que tu voulais des enfants? Ah oui. Toujours. Big time. Tu t'es jamais posé la question? Oui, puis j'en aurais voulu plus. Mais j'en ai 2, mais mon chum, il m'a dit si t'en veux un 3e, tu t'es bonne dans sous-traitance. Fait qu'on arrêtait à 2. Chez nous, on était 3. Puis je me disais, quand ils ont tous des chums, des blondes, ça fait 2 foursome. Là, je trouvais que les jeux de société, 8 autour de la table, fait que, mais là, on est 2, puis ben là, quand les chums et les blondes seront autour, on sera 6. C'est bon pour une petite game de jeux de société. Mais oui, il y avait quelque chose pour moi de bien, bien important sur le fait de... J'aime ça comme laisser je veux dire, un leg, tu sais, que quand... Parce que le monde me disait, pourquoi t'es devenu ingénieur? Ou quand le monde me demandait ce que je voulais faire plus tard... Je voulais comme faire quelque chose qui créait quelque chose qui faisait qu'un coup que tu étais parti, il restait de quoi. Puis là, je trouve ça le fun de dire, ah ben garde, avant que je sois là, ben tu sais, ça ici, c'est un champ. Puis maintenant, c'est une communauté. Puis il y a du monde qui vit là. Puis il y a un party de la rue. Puis le monde dit, c'est tellement le fun, le party de la rue. Tu sais. Je me disais, ça n'existerait pas, le party de la rue, si j'étais comme pas passé par ici. Là. Fait que plus que, tu sais, oui, les immeubles, mais les vies transformées par les milieux de vie qu'on crée, tu sais, ça m'anime beaucoup. Puis même les vies transformées par les gens qui travaillent dans notre organisation. Là. Tu sais, je disais avant, ce qui me rendait le plus fier, c'était de créer
des milieux de vie puis des gens qui vivaient là parce que je changeais leur vie, mais j'ai réalisé que créer une entreprise avec des gens qui vivent dedans, puis que là, finalement, ils grandissent avec toi, puis là, ils sont capables de s'acheter une maison, puis ils peuvent prendre mes billets de hockey puis vivre un bon moment avec leur famille. Je me dis, ça, c'est le fun, tu sais, parce que, tu sais, ils apprécient ça, puis ça change. Fait que changer la vie du monde, tu sais, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Fait que le génie, ça me permettait ça, tu sais. C'était pas comme être comptable, puis, tu sais, approuve les états financiers, puis... Fait que je voulais quelque chose que je pourrais construire des projets. Puis tu as vu le parallèle avec justement la maternité, de construire quelque chose. Oui, bien la maternité, ça permettait de dire il y a quelque chose avant puis après. Puis c'est pour ça que je suis pas capable d'imaginer que... Tu sais, j'ai demandé une chose au bon Dieu, c'est de partir avant mes enfants. J'ai choisi n'importe quand, mais tu sais... Parce que, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose dans la continuité de ça. Puis j'emmènerai pas mes réflexions jusqu'à ce que je suis allée dans l'importance de la continuité. Fait que les enfants, c'était... je savais que même si j'avais pas de conjoint, j'en aurais par les nouvelles méthodes aujourd'hui pour avoir des enfants. Puis je trouve ça extraordinaire pour les femmes qui veulent avoir des enfants, puis que le parcours de la vie est fait, que ça n'a pas été possible, que maintenant, ça soit possible. Oui, non, c'est fou. Quand, tantôt, je me suis pris une question que tu as dit, est-ce qu'on fait les bons choix? Puis là, quand tu parlais de maman, de l'équilibre maman, est-ce que toi, tu avais cette impression-là au quotidien que tu faisais les bons choix une fois que la maternité est arrivée dans ta vie? Ah oui. Les enfants, là, assurément. C'était comme mon équilibre. C'était ça qui me groundait. C'était ça qui... il y a quelque chose dans le sourire des enfants, dans les non, mais attends un peu. Juste pour être sûr qu'on a compris la bonne question, mais mettons justement dans cette... T'es une femme ambitieuse, il y avait une grosse carrière... cet équilibre-là, justement, est-ce que... Fait que la question, c'est pas est-ce que tu as fait le bon choix d'avoir des enfants? Ça, on le comprend, tu es très passionnée à propos de tes enfants. Mais en tant que maman et femme de carrière, est-ce que tu te posais souvent cette question-là? Voyons, tu sais, comme au quotidien, je fais-tu les bons choix? Là, tu sais, tu voulais-tu être plus... C'est sûr que... Chez nous, ça a toujours été family first. Même tous mes employés, on va dire, la petite est malade, il y a quelque chose family first. Regarde, c'est pas grave si t'es pas à la soirée, si t'es pas au souper. Fait que dans ma tête, c'était toujours family first. Je me disais 2 soirs par semaine que j'étais à l'extérieur, pas plus que ça, parce qu'il faut qu'au moins 2 soirs, je sois à la maison. Mais oui, il y avait des choix où est-ce que si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais pu avoir une entreprise avec aujourd'hui un plus gros chiffre d'affaires avec plus de rayonnement puis plus d'impact? Je ne sais pas. Je suis pas prête à dire que c'est ça je suis pas prête à dire que j'aurais pu faire plus si j'avais mis plus de temps dans mon entreprise, parce que je trouve que ce que les enfants amènent, l'espèce d'empathie, la compréhension de l'autre, ça amène d'autres outils qui permettent de faire en sorte qu'on devient meilleur dirigeant et dirigeante. Mais c'est sûr que parfois c'est déchirant, là, tu sais, parce que tu veux être au spectacle de fin d'année, puis en même temps, il faut que tu sois à un autre endroit. Quand c'est ton organisation, je trouve que c'est un peu plus facile comme entrepreneur. Puis, tu sais, je me suis déjà fait dire, ben là, tu sais, toi, t'as pas de congé de maternité, puis, tu sais, ton choix, c'était de faire de l'argent. Puis ça m'avait beaucoup blessée, tu sais. Puis je me disais, moi, mon choix, c'est quand ils vont avoir besoin de moi le vendredi à 1h pour aller à la piscine, là, ils vont être rendus à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans, puis je vais pouvoir être encore là, tu sais. Puis je trouve que on est un peu mieux aujourd'hui là, avec le télétravail puis tout ça pour les femmes qui ont des enfants. Mais je trouvais que les femmes qui avaient des carrières dans des grandes organisations, caisses de dépôt, les grands bureaux d'avocats, qui sont pas décisionnels sur leur horaire, sur la flexibilité,
c'était difficile. Je me suis toujours sentie bien qu'être entrepreneur, ça vient avec une série de difficultés, de stress, puis des fois, tu peux pas choisir parce que tu peux pas, là. Tu es à merci de gens de l'externe. Ben, quand même pas mal de choses que tu peux faire choisir au niveau de l'interne. Puis ça, je trouvais que c'était plus facile. Tu sais. Même mes enfants étaient malades, je les emmenais au bureau, puis c'était pas, tu sais, c'est pas arrivé si souvent que ça. Mais tu as un petit peu plus de latitude comme entrepreneur que quand tu es dans une grande société. Puis ça je vais dire que ça m'a servi. Puis je restais très près de la maison aussi. Fait que c'était facile de faire du back and forth. Mais écoute, chapeau. Puis si j'ai un conseil, c'est pas j'aurais pas d'enfant parce qu'il faut que je développe une carrière. T'sais, ça apporte tellement plus que juste être mère. Puis j'ai toujours dit, les gens qui ont eu des enfants, puis il y a des excellentes dirigeantes qui n'ont pas eu d'enfants, là. Il y en a plein, là. Mais je trouve que ça nous rend meilleurs. Moi, j'ai toujours trouvé que ça m'avait amené à être à une meilleure place, le fait d'avoir eu des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est facile, là, mais qu'aujourd'hui, je suis passée, mon chum, il dirait à cette heure, c'est plus 2 soirs qu'elle n'est pas à la maison, là, c'est 4 soirs, là. Est-ce qu'ils sont rendus plus vieux? Les petits poussins, ils sont rendus plus vieux. Là, ton gars est rentré à l'université, me semble, américaine l'année passée. Exactement. Ouais, lui est aux États-Unis. Fait qu'il y a 20 ans, il est dans un parcours de sports. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Là. Lui, il aime ça, le sport. Sports business, sports management. Et la fille est en psychologie, au doctorat en psychologie. Fait que ça aussi, c'est super le fun, les échanges sur la compréhension de l'individu, de l'humain, des préoccupations, de l'anxiété, de comment évolue notre société. C'est... Wow, ça doit être des conversations très riches que tu peux avoir avec elle. Ouais. Est-ce qu'elle est encore à la maison ou elle est partie? Elle est encore à la maison. Elle m'avait dit quand je vais être acceptée au doc, je m'en vais. Mais quand son frère a quitté pour les États-Unis, elle a dit, vous ne serez pas capable. On parle les deux en même temps. Fait que j'ai la chance de l'avoir encore à la maison. Bien, Annie, ce fut un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Moi, la première fois que je t'ai rencontrée, j'ai eu un coup de cœur pour la femme que tu es, la femme pétillante, qui a de la drive, qui a du mordant, qui a du cran. Je suis très contente d'avoir découvert un petit peu plus de ton histoire. J'aime beaucoup qu'au cœur de ça, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a des gros piliers familiales, des gros piliers de leadership féminin, qui est une belle cause que tu portes en toi de façon très naturelle et organique. Et toute cette enjeu écosystème-là, de plein de parties prenantes, puis commencer de créer un impact. J'espère que nos auditeurs ont bien apprécié cet échange. Moi, je suis très contente de l'avoir eu avec toi, Annie. Merci. C'est bon. Moi, je peux-tu partager comment on s'est rencontrés pour la première fois? Vas-y. Parce que là, c'est beau. Judith, elle me lance des fleurs, mais moi, c'était une belle rencontre, Judith. Puis honnêtement, la première fois que je t'ai rencontrée, je me suis pas dit, écoute, on va être les meilleurs amis du monde. Puis je me suis dit, il me semble que Judith, elle a un style qui est plus flamboyant, qui est plus électrique. Fait que la première fois que j'ai rencontré Judith, elle est rentrée dans l'ascenseur avec une petite mini-jupe, avec des petites paillettes. Puis on venait de recevoir un message qui disait « Habillez-vous chaudement ». C'était où, ça? À Houston? Exactement, sur la terrasse de Houston. Puis je t'ai dit « Ah oui, je pense qu'on se connaît pas, mais t'es YPO. Tu t'en vas-tu à Houston? » Elle dit « On demandé de s'habiller chaudement. » T'es ressorti, puis t'es allé chercher. Puis là, moi, je suis revenue, puis j'ai dit « Mais c'est qui elle? » Fait qu'on dit « Ah, c'est la fille de Coquette. » Alors, cette fois-là, j'ai rencontré la fille de Coquette d'un visuel. Puis après ça, ben là, on a eu la chance de se recroiser dans quelques autres retraites, événements, parce que Judith, elle a fait un travail exceptionnel d'en faire grandir plusieurs femmes, plusieurs gens dans YPO, mais particulièrement le groupe des femmes YPO par une série de formations. Puis, fait que je voulais te remercier, un, de m'avoir invité, mais deux, de te remercier sur tout ce que tu fais par le partage de ton
de ta situation personnelle, parce qu'on sait que ce que tu as vécu avec Cookit, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux sur comment apprivoiser ça, puis de le faire avec autant d'humanité et de transparence pour aider les gens qui vivent des situations similaires à ça. Ça nous aide beaucoup à grandir, puis je trouve ça fabuleux, la façon que tu as comme juste rebondi puis que tu vas chercher avec une fraîcheur, une candeur, des sourires, les plus belles histoires qu'on a au Québec dans plein de sphères d'activités. Fait que je voulais prendre une minute pour te souhaiter juste le plus beau des succès puis la plus belle continuité dans des projets, puis on va continuer de s'en jaser, mais c'est spectaculaire comment tu rayonnes. Tu vas continuer d'ensoleiller notre Québec. Merci. Merci pour ça. Merci. Je le prends, ce beau compliment-là. Je vais le clipper même, puis je vais le garder très profondément au chaud dans mon cœur. Merci beaucoup, Annie. Love you. On t'attend on a commencé sa chorale. On t'attend pour chanter. Demain. Puis, demain. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Bien, merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup à tout le monde qui avait eu la générosité de votre temps de nous écouter. J'espère que vous avez été inspirés dans cet épisode-là à faire des choses d'impact. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci.